Lionel Nakache, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. neurologue, vous êtes chercheur à l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et vous publiez Parlez-vous cerveau chez Odile Jacob. Vous l'avez coécrit avec votre femme Karine Nakache. Et votre défi, c'était d'expliquer le plus simplement du monde, ou possible, le fonctionnement du cerveau. Et alors, il y a différents choses. C'est vrai qu'on comprend tout. Il y a un mythe que vous cassez. Oui. On a tous entendu dire qu'on n'utilisait qu'à peine 10% de notre cerveau, qu'une petite partie. Ben, vous nous dites que c'est faux. Oui, alors je ne suis pas le premier, mais je crois que c'est important d'enfoncer le clou. C'est faux, et c'est intéressant pour deux raisons. D'abord parce que c'est un mythe tenace. Les gens aiment bien croire qu'on n'utilise que 10%. Peut-être parce qu'il y a une dimension un peu culpabilisante et aussi une porte d'espoir. Si on n'utilise que 10%, on peut utiliser 90% en plus. Alors pourquoi c'est faux? C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, pendant très longtemps, la manière d'étudier le cerveau, le fonctionnement du cerveau normal, c'est de se tourner aussi vers les malades, vers les personnes qui ont des lésions cérébrales. Donc quand on a une lésion, par exemple dans les régions motrices qui sont à peu près là, on devient hémiplégique. Ah oui. Donc on sait que le cerveau normal utilise cette région, puisque cette région, lorsqu'elle est détruite, on perd sa fonction, notamment on perd la En motricité. fait, vous avez raisonné par l'absurde, c'est-à-dire que s'il nous manque 2% de notre cerveau, il y a des choses... Qu'est-ce que ça donne, quelles conséquences ça a? Et c'est très grave à chaque fois. Alors, pas très grave, mais en tout cas, ça a parfois des conséquences. Donc on peut ajouter les pourcents, la motricité, les régions de la vision, voilà. les régions du langage. Donc on s'est rendu compte comme ça qu'à peu près 10% de ces régions étaient absolument indispensables, c'est-à-dire si on a une lésion dans ces régions, on a un problème. Et le problème, et c'est là d'où vient le mythe, c'est que chez beaucoup de patients qui avaient des lésions, par exemple ici, juste derrière le front, dans le cortex préfrontal, on a longtemps pensé, comme ces patients n'étaient ni paralysés, ni insensibles, ni aphasiques, ni aveugles, ni sourds, etc., on s'est dit, a priori, ces régions, elles n'ont pas fait grand-chose. Ces lésions n'ont pas fait grand-chose, donc ces régions ne sont pas très utilisées. Et en fait, il nous a fallu attendre les années 60, 70, 80 pour comprendre que ces patients, en réalité, ils sont touchés, mais dans les aspects les plus abstraits, les plus importants. La personnalité, le sens de l'humour, la stratégie, le fait de pouvoir se projeter dans un ailleurs, d'imaginer les choses. Donc en réalité, toutes ces régions sont utilisées. Donc on utilise 100% du cerveau. Donc voilà, il faut s'y résoudre. J'ai envie de vous faire une objection. Une personne qui est aveugle, vous parliez des régions pour la vision. Oui. Une personne qui est aveugle, donc elle n'utilise pas les régions de la vision. Donc eh bien, elle les utilise, mais ce ne sont plus des régions de la vision. Ça devient des régions d'autre chose. Et là, pour développer d'autres talents. Mais oui, et là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important qu'on regroupe de manière un peu monolithique sous le terme de plasticité. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise, chacun d'entre nous, 100% de notre cerveau à chaque instant. Simplement, ces 100% ne sont pas fixes. Autrement dit, ce qu'ils peuvent faire change avec le temps. Et change selon ce que vous apprenez à faire, vos apprentissages, l'environnement. Et chez les aveugles dont vous parlez... c'est ce que j'allais vous dire. Donc en fait, si on utilise 100% de notre cerveau, ce n'est pas un mur indépassable. On peut mieux utiliser notre cerveau. Exactement. C'est-à-dire que ces 100% sont un maximum, mais ce maximum lui-même change tout le temps. Parce que nous vivons. On peut mieux l'utiliser. On peut mieux l'utiliser. Et chez les aveugles, par exemple, eh bien, comme il n'y a plus d'informations qui viennent des yeux, des patients qui ont des lésions, par exemple des cataractes sévères dès la naissance ou autre chose, eh bien, ces régions qui étaient, on va dire, génétiquement programmées pour la vision, elles vont être recyclées, notamment pour l'analyse du toucher, la sensibilité tactile, et donc et pour d'autres fonctions mentales aussi. Alors, puisqu'on parle de la vision, vous racontez le travail extraordinaire du cerveau. Vous dites, notre œil, en fait, il est idiot. Il voit mal, avec des trous, il voit même en noir et blanc, l'image sautille. Et c'est le cerveau qui remet tout ça lisible, qui retraite toutes ces données. C'est un point central, c'est qu'en fait, à chaque instant, quand on a les yeux ouverts, comme maintenant, l'image que j'ai de vous, ce n'est pas une sorte de transfert direct d'une caméra qui viendrait me montrer ce qu'elle a filmé directement. Autrement dit, ce qu'il y a sur ma rétine est très différent de ce que moi je vois consciemment. Et pourquoi? Parce qu'entre ma rétine et ma conscience visuelle, il y a tout un travail de mon cerveau qui va opérer à plein de fonctions de correction. Par exemple, comme vous l'avez dit, on voit en couleur qu'au centre, tout le reste est en noir et blanc. Mais comme on bouge les yeux tout le temps, notre cerveau fait des sortes de snapshots. Et puis il voit quelle est la couleur sur ce qu'il y a ensuite sur le côté et recolore a posteriori. Il y a des trous, il y a un trou dans la rétine. Et donc normalement, je devrais voir un grand trou. Et en réalité, je ne vois pas de trou parce que mon cerveau fait des paris sur ce qu'il y a dans le trou en fonction de ce qu'il y a tout autour. Et il y a une stabilisation de l'image, il y a une coloration. Donc il y a, comme ça, on essaye de dissocier et de montrer qu'il y a une fabrique de l'image, comme dans votre métier, une fabrique de l'image. Mais cette fois-ci, c'est l'image cérébrale. Autrement dit, il faut bien comprendre que ce qui nous paraît évident à nous, la vision, la mémoire, en fait, c'est le résultat d'un processus assez complexe, parce que vous dites, quand intelligible. Quand on marche, ça devrait sautiller énormément. Et puis non, en fait, ça restabilise un peu, d'ailleurs, ce que font les caméras modernes maintenant, qui stabilisent l'image. Absolument, sinon ça serait comme un film tourné à la caméra à l'épaule et Cassavetes, vous savez, parce que sur la rétine, ça saute tout le temps. Alors, on aborde un peu les questions de science-fiction. Est-ce qu'un jour, on pourra lire dans notre cerveau, lire nos pensées? Parce qu'on commence à y arriver, non? Est-ce qu'on commence à y arriver? Oui, alors je pense qu'il faut être vraiment très clair. En 2018, si je vous glisse dans une IRM, je ne peux pas savoir à quoi vous pensez.
c'est sûr. Par contre, on a commencé déjà, quand je dis on, c'est le monde scientifique, notre communauté, à décoder certaines parties du code. On peut appeler ça le code neural ou le code neuronal. Notamment les régions motrices, les régions visuelles primaires. On commence à vraiment bien savoir comment elles fonctionnent. Autrement dit, en enregistrant ce qui se passe dans nos régions motrices, on peut commencer à savoir quelle est l'intention du geste que la personne veut réaliser. Et par exemple, ça peut être utilisé en médecine pour piloter des prothèses chez des patients qui ont un handicap moteur. Et oui, il y a déjà on va avoir une image d'une personne amputée, et c'est vrai qu'il y a des prothèses qui arrivent. Alors, ce sont les électrodes qu'on met dans le cerveau, et on voit que cette personne veut bouger son bras, et du coup, la prothèse va obéir à son cerveau. Va pouvoir exactement lire dans son cerveau. Lire la commande dans une partie du cerveau qui sont les régions prémotrices, les régions motrices. Et ça, on peut commencer à le faire. Mais vous voyez, c'est très important, ça a des vraies applications. Et peut-être qu'il y aura des applications dans la vie de tous les jours. Mais on est très loin du fantasme de dire que je peux savoir à quoi vous pensez en permanence. Oui, mais enfin, avec la science, on peut très bien imaginer que dans 2 générations, on dira tiens, telle personne pense à telle chose à tel moment. On peut imaginer, parce que nul ne peut savoir les limites de nos recherches, mais il faut faire très attention à chaque fois. La différence entre parfois l'assurance ou l'arrogance d'un discours et la modestie des signes. Autrement dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes qui courent autour du cerveau. Et pour pouvoir penser ces questions qui sont des vraies questions de société, des vraies questions de santé, mais également pour l'éducation, etc., on a besoin de pouvoir penser le cerveau avec un esprit critique, sans être sidéré par ce que les neurosciences semblent dire. Est-ce que notre cerveau s'adapte aux progrès techniques ? Je veux dire, il y a eu l'invention du livre, aujourd'hui il y a Internet. Je dis ça parce que quand on était petit, on retenait énormément de numéros de téléphone. Aujourd'hui, on n'en retient plus, et on a beaucoup de mal d'ailleurs à en retenir. C'est vrai. Mais alors ça veut dire que notre cerveau change en fonction de ce qui se passe à l'extérieur ? Alors, très rapidement, on est avec le même cerveau aujourd'hui qu'il y a 10 000 ans. Donc, il n'est pas... À la naissance, on a le même cerveau. Pour des raisons, en fait, on n'est pas plus intelligent aujourd'hui que ne l'était l'homme du feu. Je n'ai pas dit ça, mais votre cerveau, vous naissez avec le même. Simplement, on est capable de mettre en œuvre des stratégies cognitives, et là on revient sur ce que vous disiez, l'utilisation de ce cerveau, avec des stratégies qui passent par l'éducation. Et pour répondre très précisément à votre question, on sait que depuis quelques années déjà, lorsqu'on se pose une question difficile, on est confronté à une question difficile dont on sait qu'on n'a pas immédiatement la réponse, eh bien on a déjà la stratégie d'activer inconsciemment, à notre insu, les concepts des moteurs de recherche. Autrement dit, notre cerveau, là, quand vous me posez une question difficile, à mon insu, j'ai déjà activé Google, Yahoo, etc. Et on peut commencer du coup à utiliser ces informations comme stratégie de recherche d'informations. Donc on peut imaginer... Soyez clair, c'est-à-dire... Ça veut dire, je vous pose une question difficile, vous ne savez pas, eh bien je peux voir par différentes techniques que vous avez activé inconsciemment Google dans votre esprit, parce que vous savez qu'en tapant Google, vous aurez l'information. C'est-à-dire que je vais aller sur Google, vous dites... mais même avant d'y aller volontairement... Mon cerveau va dire, va chercher sur Google. Voilà, vous avez internalisé la stratégie cognitive de recherche de l'information à distance, et comme aussi la mémoire, on se souvient moins des numéros, on les apprend moins par cœur, mais on a tendance à mieux savoir où sont rangées les informations, où va être rangée l'information, le lieu de l'information plutôt que l'information elle-même, par exemple. Bon, mais notre cerveau n'a pas progressé au cours des millénaires, hein. On l'utilise différemment, mais il est aussi... alors tout à l'heure, vous tiquiez quand je disais qu'on n'est pas plus intelligent que les gens. Parce que l'intelligence, ce n'est pas juste la structure, c'est le fonctionnement d'un cerveau. Voilà. Et notamment un cerveau, c'est pas dans un bocal, mais c'est dans un corps et dans un corps social. Alors, vous apprenez des choses. Qu'est-ce qui me différencie de Einstein ? Est-ce qu'Einstein avait un cerveau spécial ou il savait mieux s'en servir que moi ? Je ne vous connais pas assez, ni Einstein d'ailleurs. Oui, je pense que le MC2, je le trouverais pas. C'est une question assez importante. Un des éléments clés, c'est qu'en étudiant des chercheurs géniaux comme Einstein ou comme Poincaré en France, qui est moins connu mais pourtant qui est très important et qui était français, en réalité, on a découvert une recette de la créativité. C'est-à-dire que pour faire une découverte géniale ou pour résoudre un problème très important, on va passer à chaque fois par 4 étapes qui, si elles s'enchaînent correctement, sont fabuleuses. Et c'est une étape consciente où vous vous posez le problème dans tous ses recoins, il faut y penser jour et nuit. Ensuite, une étape plutôt inconsciente où vous pensez à autre chose. Vous partez en vacances, ou vous vous promenez, vous faites la sieste, vous dormez, etc. Et puis une troisième étape dans laquelle il y a une illumination, vous ne savez pas pourquoi, ça vous revient, vous vous dites « Ah, mais c'est peut-être ça la solution ». Et une quatrième étape dite de finition où on vérifie que ça répond bien aux questions du problème. Et cette petite recette, c'est celle qui a été utilisée par Einstein et par Poincaré, même à leur insu, mais quand on a étudié leur découverte, on a vu qu'ils ont fait ça. Mais elle reste valable aussi bien pour faire une découverte géniale que pour chacun d'entre nous, pour faire une découverte qui nous apporte nous dans la vie de tous les jours. Ou même pour le mot sur le bout de la langue. Quand on cherche un mot, eh bien, on répète cette petite recette de manière microscopique. On cherche quelque chose, on le recherche consciemment, mais on ne le trouve pas. On pense à autre chose, et notre cerveau inconsciemment va chercher des choses pilotées par notre conscience, et boum, il revient. Et c'est le eureka, etc. Le eureka, mais vous dites, à la base de la créativité, il y a du travail. C'est le fameux 90% de sueur. Et absolument. Et 10% de génie. Voilà. Merci beaucoup, Lionel Nakache. C'est passionnant. Donc, parlez-vous cerveau chez Odile Jacob, coécrit avec votre épouse, Karine Nakache. Merci. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Ce sera passionnant également.